Bonjour à toutes et à tous, je suis Miguel Trepenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait en tête une question complémentaire ou bien un autre sujet de fiscalité que vous aimeriez que je traite, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des vidéos prochaines. Dans le sujet de cette vidéo, nous allons nous attaquer à un sujet qu'on rencontre assez fréquemment, qui consiste dans l'achat par la société que l'on contrôle de son habitation. C'est une pratique qui a été très courante pendant de très nombreuses années et qui est encore aujourd'hui présente, mais compte tenu de l'évolution des enjeux et d'un certain nombre de difficultés, eh bien, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Il faut bien préparer son coup et ne surtout pas se tromper. Qu'est-ce que l'on vise ici exactement? Eh bien, nous visons donc une personne, donc dirigeante d'entreprise, principal actionnaire, qui utilise donc une société pour son activité professionnelle. Et pendant un certain nombre de temps, eh bien, donc il réalise des bénéfices avec sa société et il ne prend pas tout ce bénéfice, c'est-à-dire qu'il ne se distribue pas l'intégralité. Pourquoi? Principalement parce que, il n'a a priori pas besoin de cet argent pour vivre, et donc c'est une forme d'épargne qu'il laisse là, et en plus l'autre point c'est que si jamais il se l'attribue sous forme d'une rémunération de dividende, eh bien ses revenus vont subir une taxation avant d'arriver dans sa poche. Et donc, s'il n'en a pas besoin, eh bien, autant les laisser dans sa société et lui laisser on va dire une manne de cash et de bénéfices pour pouvoir être utilisé suivant ses besoins. Et vient alors un moment où, eh bien, il veut, comme la plupart des Belges, qui ont bien entendu une brique dans le ventre, acheter sa propre habitation. Et à ce moment-là, eh bien, il y a la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'y prend. Sachant qu'on peut, à ce moment-là, bien entendu, décider de sortir les économies de la société en subissant la taxation, ou bien l'autre solution, eh bien, c'est que la société achète directement l'habitation et la mette à disposition de son gérant. Si on décide de recourir donc à cet achat par la société, et peu importe les subtilités que je vais développer plus bas, dans tous les cas, il faut savoir que l'administrateur va subir ce que l'on appelle donc un avantage de toute nature, c'est-à-dire qu'un montant va être rajouté fictivement dans sa rémunération et qu'il sera taxé dessus. Ce montant d'impôt complémentaire qu'il va payer, il faut savoir que globalement, ce ne sera, suivant à peu près les cas, ce ne sera pas très différent de ce que vous devriez payer mensuellement pour un crédit par exemple. Donc, ce n'est pas dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément désavantageux. Il faut faire un peu le calcul pour chaque cas, mais il y a un peu une certaine équivalence. Dans ce processus, cependant, il y a deux grosses difficultés avec lesquelles il va falloir jouer. La première, c'est d'abord la question de la sortie de cet immeuble qui appartient à la société lorsque vous arrivez en fin de carrière. Et le deuxième élément, c'est la question de la déductibilité des frais de l'habitation par la société. Alors cette question des déductibilités des frais, c'est une problématique assez récente qui n'est apparue que depuis quelques années, donc je vais la traiter en fin de vidéo. Nous allons donc commencer ici avec la question du sort de l'habitation en fin de carrière. Lorsque vous arrivez effectivement en fin de carrière, eh bien cette habitation, elle ne vous appartient pas. Elle est toujours dans la société, c'est à la société qu'elle appartient. Lorsque vous voulez arrêter votre activité, eh bien vous avez en réalité deux choix. Le premier, c'est de vendre la société. Mais si vous vendez la société, vous allez vendre par la même occasion votre habitation, qui n'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez. L'autre solution, c'est de liquider la société. Cependant, deux problèmes là-dedans, c'est que d'une part, eh bien, il y a fort à parier que vous allez devoir repayer les droits d'enregistrement que vous avez déjà payés à l'achat, et ensuite, comme cette habitation aura potentiellement une valeur comptable dans la société de 0, eh bien, d'une part, vous allez réaliser une plus-value dans la société qui va se retrouver taxable, et en plus, potentiellement, vous allez vous subir une imposition au titre de rémunération soit de rémunération, soit sous la forme, effectivement, au travers des dividendes, vous allez subir une taxation en personne physique. Donc, c'est vraiment un scénario qui n'est pas optimal et dans lequel vous allez devoir beaucoup payer. C'est ce qu'on va essayer absolument d'éviter. Au niveau des droits d'enregistrement, pendant de très nombreuses années, une solution qui avait notamment été trouvée consistait en fait à acheter donc cette habitation en indivision avec sa société. C'est-à-dire que la société achetait
99% et que l'administrateur de la société achetait 1%. Pourquoi est-ce qu'on recourait à ce mécanisme? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'administrateur qui détenait déjà 1% décidait d'une manière ou d'une autre d'obtenir les 99% de la société, eh bien il ne devait pas payer le droit de vente de 12,5% ou de 10% pour récupérer cet immeuble. Il ne devait payer, suivant la région toujours, que 1 ou 2,5%. Le problème, c'est que au cours des dernières années, l'administration fiscale a trouvé le moyen en fait d'écarter ce droit de partage, donc ce 1% ou ce 2,5%, pour appliquer le droit de vente dans tous les cas. Alors, il existe quelques mécanismes qui permettent dans des cas spécifiques d'éviter purement et simplement le droit de vente, mais de nouveau, si on peut éviter purement et simplement le droit de vente, le droit de partage n'a aucun intérêt, parce que pourquoi payer le droit de partage si on évite le droit de vente? Et donc, c'est donc un mécanisme qui aujourd'hui ne fonctionne en réalité plus. Les cours et tribunaux ont suivi l'administration fiscale et ça ne fonctionne pas. Certains professionnels continuent à suggérer à des personnes qui acquièrent donc cette habitation de toujours créer cette indivision dans l'éventualité d'un changement, d'un revirement de jurisprudence, mais il faudrait constater que des années passent et on ne voit pas vraiment d'amélioration à ce niveau-là. Une autre méthode qui est fort utilisée et qui l'a toujours été pour éviter tant les droits d'enregistrement que la taxation des éventuelles plus-values, c'est le démembrement de la propriété. Donc qu'est-ce que je vise par démembrement de la propriété? Je vise en fait l'usufruit, l'amphithéose et la superficie. Ce sont des notions qui pour certaines d'entre elles viennent du droit romain, donc c'est vraiment pas nouveau. Mais donc l'avantage de ces différentes notions, c'est qu'en fait on va prendre la propriété de l'immeuble et on va en fait la diviser au niveau des différents droits qu'elle découle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir attribuer d'une part à la société et d'autre part à l'administrateur une partie des droits de cette propriété. Donc on va diviser et les attribuer différents droits. Avec l'avantage bien entendu ici, c'est qu'on va maximiser le plus de droits sur la société et minimiser ceux chez l'administrateur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement parce que ces démembrements ont un très gros avantage, c'est qu'ils sont dans tous les cas limités dans le temps. C'est-à-dire que lorsque la période qui a été prédéterminée arrivera à son terme, eh bien, tous les droits reviendront à l'administrateur. Et donc, normalement, sans aucune taxation complémentaire. C'est là l'avantage de ce système, qui est cependant très complexe. Il doit être bien calculé et qui ne doit pas être mis en place à la légère et qui nécessite impérativement un professionnel qui va pouvoir faire tous les calculs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la sortie. L'autre problème que l'on a aujourd'hui, c'est la déductibilité des frais. C'est-à-dire que pendant des années, on permettait à la société de déduire tous les frais qui étaient liés à l'habitation et il n'y avait aucune discussion sur ce sujet. Et puis depuis quelques années, l'administration fiscale a remis cela en cause. Elle a considéré que, dans la mesure où ces frais étaient liés à une habitation mise à disposition de l'administrateur, mais que, hormis cela, il n'y avait pas de raison particulière pour qu'elle assume ces frais, eh bien il y avait lieu de les rejeter. Et les cours et tribunaux l'ont suivi dans un certain nombre de cas. Et la seule situation en fait où la déductibilité des frais reste acceptable, c'est lorsque on peut vraiment faire un lien entre la rémunération de l'administrateur et cette mise à disposition. Idéalement donc, il faudrait presque qu'il y ait, on va dire par exemple, la société décide de vous attribuer une augmentation, c'est vraiment le cas idéal, et que cette augmentation prenne la forme de cette mise à disposition de cette habitation, et cette augmentation notamment découlant par exemple d'une augmentation du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a augmenté, on va vous attribuer donc une meilleure rémunération en tant que dirigeant, et plutôt que vous donner du cash, on va vous mettre à disposition un immeuble. Voilà, ça c'est un cas où l'administration peut difficilement rejeter les frais, mais si ce n'est pas bien encadré, bien préparé de nouveau, eh bien assez facilement l'administration fiscale arrive maintenant à rejeter les frais de ces habitations. Vous l'aurez compris, acheter son habitation avec sa société, c'est aujourd'hui tout à fait possible, mais c'est complexe. Et donc si vous souhaitez mettre en place ce type d'acquisition, eh bien je vous recommande vraiment de pouvoir utiliser les compétences d'un professionnel pour vous assister. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.